Mercredi 13 novembre 2013, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Le Front populaire appelle à une grande manifestation pour le départ du gouvernement pour vendredi prochain. L'Union générale tunisienne du travail condamne la campagne de dénigrement dont elle fait l'objet sur les réseaux sociaux. Naouf El-Ghribi, membre du parti de Nahda et de l'ANC, appelle à classer l'UGTT comme une organisation terroriste. À l'étranger, un soldat israélien mort poignardé par un Palestinien de 16 ans et l'Égypte au premier rang des mauvais élèves du monde arabe en matière de droits des femmes. La Tunisie est classée 6e. Le Front populaire appelle à une grande manifestation pour le départ du gouvernement pour vendredi prochain. Rendez-vous hebdomadaire du Front populaire pour l'appel à la vérité sur l'assassinat de Chokri Belaïd, le leader. Cette manifestation sera pacifique mais de colère à l'encontre du gouvernement dont la démission n'est toujours pas d'actualité. Supposé intervenir dès l'atteinte d'un consensus sur le nom d'une personnalité neutre, indépendante et apte à conduire le pays vers le port de nouvelles élections libres et indépendantes, la démission du gouvernement est compromise par la suspension du dialogue national et d'autres blocages relatifs à l'ISI et à l'amendement du règlement intérieur de l'ANC. L'Union générale tunisienne du travail a fermement condamné la campagne de dénigrement dont elle fait l'objet sur les réseaux sociaux. L'UGTT a affirmé qu'elle envisage de porter plainte contre tous ses détracteurs. Plusieurs appels haineux et au meurtre se sont récemment répandus sur les réseaux sociaux. Un responsable nahdaoui a même appelé à classer l'UGTT en tant qu'organisation terroriste. Sur son compte Facebook, l'ancien député CPR qui a rejoint les Blancs du groupe du parti de la Nahda à l'Assemblée nationale constituante le 22 octobre dernier, Naouf El-Ghribi, a appelé à classer l'UGTT comme une organisation terroriste. Il considère que le nombre incalculable de grèves générales organisées par la centrale syndicale est en train de détruire l'économie nationale. Il qualifie la toute dernière grève qui a touché les aéroports tunisiens de criminels envers la nation. En conclusion de son post sur Facebook, il déclare « Moi, Naouf El-Ghribi demande à classer l'Union comme une organisation terroriste ». Après les événements survenus mardi, le calme est revenu à Gbeli mercredi. Rappelons qu'un échange de coups de feu a eu lieu hier dans le village de Naga de la délégation de Sourq Lahad entre un groupe terroriste et des membres de la garde nationale. Le ministère de l'Intérieur a annoncé dans un communiqué qu'une grande somme d'argent a été saisie ainsi que 30 téléphones portables ainsi qu'une bombe artisanale, 5 voitures et un camion PG. Il a affirmé l'arrestation de 8 et la mort d'un terroriste. À Sidi Bouzid, une patrouille de police a procédé hier mardi à l'arrestation d'un individu appartenant au courant salafiste recherché par le ministère de l'Intérieur. Un groupe de salafistes s'est rassemblé peu après devant les locaux de la police pour protester contre cette interpellation avant d'être dispersé par les forces de l'ordre. Les agents de la douane tunisienne ont saisi mercredi 50 tenues militaires en possession d'un citoyen tunisien venant de la Libye au poste frontalier de la Sejdir dans le gouvernorat de Médine. Ce dernier a été arrêté pour enquête et sa voiture a été saisie. Dans l'actualité internationale, un soldat israélien est mort de ses blessures après avoir été poignardé mercredi par un Palestinien de 16 ans à l'intérieur d'un autobus dans la gare routière centrale d'Afula dans le nord d'Israël, a annoncé la police. Le soldat a succombé à ses blessures à l'hôpital, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police locale. Nous considérons cet incident comme une attaque terroriste motivée par des considérations nationalistes, a-t-il précisé. Le Palestinien originaire de Jénine, au nord de la Cisjordanie, et qui ne disposait pas de permis d'entrée en Israël, a été arrêté par les forces de l'ordre et des passagers qui se trouvaient sur place, a-t-il encore indiqué. L'assaillant a expliqué son geste par le fait que certains membres de sa famille étaient emprisonnés en Israël, selon la police. Toujours en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou fait machine arrière. Il a gelé mardi la construction de 24 000 logements supplémentaires en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Il a dit mardi craindre un tollé international qui nuirait aux efforts d'Israël pour s'opposer à un accord sur le nucléaire iranien. Ce revirement intervient alors que le président palestinien Mahmoud Abbas menaçait de rompre les pourparlers de paix relancés il y a 3 mois avec les autorités israéliennes sous l'égide de John Kerry, le secrétaire
secrétaire d'État américain. Le Premier ministre israélien a réprimandé son ministre du Logement issu du mouvement nationaliste et pro-colon, le Foyer juif, pour avoir publié des adjudications sans coordination préalable. Les constructions de colonies dans les territoires colonisés par Israël en 1967 et dont les Palestiniens réclament la restitution empoisonnent les discussions entre les deux parties. Un tribunal égyptien a ordonné hier, mardi, 2 jours avant la date prévue, la fin de l'état d'urgence imposé mi-août suite aux affrontements sanglants entre forces de sécurité et partisans du président déchu Mohamed Morsi. Le gouvernement a annoncé dans un communiqué qu'il respecterait cette décision, mais qu'il attendrait une notification officielle avant de l'appliquer. L'état d'urgence accompagné d'un couvre-feu nocturne était censé prendre fin jeudi. Le président par intérim Adli Mansour avait déclaré l'état d'urgence le 14 août, le jour où les forces de l'ordre ont dispersé 2 grands rassemblements de partisans de Mohamed Morsi au Caire au prix de centaines de morts. Au total, au moins 1 millier de personnes ont été tuées dans les 2 camps opposés le 14 août et dans les jours qui ont suivi. 3 ans après le printemps arabe, l'Égypte s'est hissée au premier rang des mauvais élèves du monde arabe en matière de droits des femmes, selon un sondage de la Fondation Thomson Reuters publié mardi 12 novembre. Le pays arrive en dernière position parmi les 22 pays étudiés, 21 pays de la Ligue arabe et la Syrie, qui en a été suspendu en 2011, précédé par l'Irak, l'Arabie saoudite, la Syrie et le Yémen, un classement établi à partir des évaluations réalisées par 336 experts en droits des femmes au regard de la Convention des Nations Unies pour l'élimination de toute forme de discrimination contre les femmes, CEDAW signée ou ratifiée par 19 de ces pays. À l'inverse, les Comores, où 20% des portefeuilles ministériels échoient à des femmes, arrivent en première position de ce classement devant le Sultanat d'Oman, le Koweït, la Jordanie, le Qatar et la Tunisie. Aux Philippines, dans une des zones les plus touchées par le typhon Haiyan, des milliers de personnes tentent désespérément mercredi d'obtenir une place sur un des rares vols quittant les lieux sinistrés alors que la colère des survivants privés de tout montait face à l'arrivée atrocement lente de l'aide. Ajoutant à un bilan qui devrait se chiffrer en milliers de morts, même si les estimations sont pour l'instant difficiles, les autorités ont annoncé mercredi que 8 personnes avaient été tuées la veille dans l'effondrement d'un mur d'un entrepôt de riz en train d'être pillé par la foule à Alagalang, à 17 km de Toclaban, l'une des villes les plus touchées. Les pillards sont repartis avec plus de 100 000 sacs et 50 kilos de riz chacun, a précisé le porte-parole de l'Autorité nationale de l'alimentation, notant que les policiers et soldats qui gardaient les lieux avaient été totalement dépassés. L'Assemblée générale des Nations unies était appelée mardi à renouveler 14 des 47 États membres du Conseil, dont le siège est à Genève. Comme chaque année, ce scrutin a donné lieu à quelques surprises. La Chine, Cuba, la Russie et l'Arabie saoudite ont été élus hier pour 3 ans, malgré les nombreuses critiques dont ces pays font l'objet dans ce domaine. L'Algérie, la Grande-Bretagne, la France, le Mexique, les Maldives, le Maroc, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Vietnam et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont également été élus. L'Iran et la Syrie avaient un moment envisagé d'être candidats, mais ils sont finalement renoncés. L'élection de la Chine a été la plus dénoncée, en particulier par des militants tibétains qui ont bravé les premiers flocons new-yorkais devant le siège des Nations Unies. Quand le sport se mêle à la politique, bonjour les dégâts, c'est ce qu'a constaté un joueur de foot égyptien, Ahmed Abdel Zaher, attaquant du club d'El Ahly après avoir osé faire un geste de soutien aux frères musulmans lors de la finale de la Ligue des champions d'Afrique. Un geste qui lui vaut d'être suspendu pour le mondial des clubs et peut-être même plus. Ainsi, en a décidé la Fédération égyptienne de football mardi. Après son but, le joueur avait tendu les 4 doigts de la main, un signe qui fait référence au rassemblement des frères musulmans sur la place Rabat du Caire. Avant lui, un athlète de Kung-Fu avait également été suspendu par sa fédération pour avoir porté un t-shirt frappé du symbole des pro-Morsi. Les cultivateurs afghans, dont les ressources diminuent d'année en année à cause de la guerre, se tournent de plus en plus vers une culture très lucrative, à savoir l'opium.
Les surfaces cultivées d'opium ont atteint en effet un niveau record en Afghanistan en 2013 que pourrait expliquer la volonté des producteurs de se mettre à l'abri d'une éventuelle déstabilisation du pays avec le retrait de l'OTAN fin 2014, selon un rapport de l'ONU publié mercredi. L'étendue des surfaces cultivées d'opium est passée de 154 000 hectares en 2012 à 200 000 hectares en 2013, dépassant le précédent record de 2007, indique le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime dans son rapport annuel sur le sujet. Conséquence directe, la production d'opium, dont est notamment issue l'héroïne, a atteint 5 500 tonnes en 2013, 49% par rapport à 2012, ajoute le document rédigé conjointement par les services de l'ONU et l'administration afghane. On va aux États-Unis et presque 50 ans après l'assassinat de Dallas de son père, le président John Kennedy, Caroline Kennedy a été intronisée mardi ambassadeur des États-Unis au Japon. La cérémonie a été très discrète, interdite à la presse. Elle a eu lieu dans les bureaux du secrétaire d'État John Kerry. Puis une réception a eu lieu à l'ambassade japonaise de Washington. Les médias ont pu assister, mais n'ont pas été autorisés à questionner la nouvelle diplomate. Caroline Kennedy n'est pas une experte du Japon et il n'y a pas non plus de réseau particulier. Sa nomination récompense avant tout sa fidélité à Barack Obama, qu'elle a soutenu sans relâche lors des primaires démocrates de 2008 et de 2012, présentant l'actuel locataire de la Maison-Blanche comme le genre de leader que JFK aurait respecté et admiré. 25 œuvres du trésor nazi, une collection d'environ 1400 œuvres d'art découvertes par hasard début 2012 par les douanes allemandes dans un appartement de Munich viennent d'être mises en ligne par le gouvernement allemand pour répondre à l'attente du public. Le point de départ de l'affaire est un contrôle des douanes lors duquel un certain Cornelius Girulit a en sa possession 9 000 € en liquide. Les policiers intrigués perquisitionnent son domicile et retrouvent les tableaux hérités de son père d'origine juive, dont le travail consistait à vendre les tableaux confisqués par les nazis. Sur environ 1400 œuvres, on estime que 380 faisaient partie de ce que les nazis appelaient art dégénéré, concept désignant tout ce qui n'est pas classique. Le trésor a été découvert il y a 1 an et demi, mais son existence n'a été révélée que la semaine dernière dans la presse. Toujours dans le monde de l'art, mais cette fois-ci une vente record. 3 études de Lucian Freud, un triptyque du peintre britannique Francis Bacon, a été en effet adjugé mardi à New York pour 142,4 millions de dollars après 6 minutes d'après enchères dans la salle et au téléphone, a précisé Christie's, et qui revenait le privilège de la première mise aux enchères de ce triptyque magistral. Accueilli par des vifs applaudissements dans la salle, cette vente écrase le précédent record de 119,9 millions de dollars décroché pour la célèbre peinture La Crie de l'artiste norvégien Edvard Munch, mise aux enchères en mai 2012 à New York par la maison concurrente Sotheby's. Le rare triptyque exécuté près de 25 ans après la rencontre entre Bacon et Freud est la vente individuelle la plus chère réalisée durant toute la saison des enchères de New York de novembre. L'identité de l'acheteur n'a pas été révélée. Et avant de clore ce journal, voici les prévisions météorologiques de demain. Persistance d'un temps froid et parfois nuageux sur la plupart des régions, avec des pluies isolées sur le nord. Le vent de secteur ouest sera assez fort près des côtes de 30 à 40 km/h et modéré de 20 à 30 km/h à l'intérieur du pays. La mer sera agitée et les températures seront stationnaires. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne.